La montagne est un milieu suffisamment abrasif, merveilleux aussi, attirant, qui permet à nos soldats de s'éprouver. Tous les gens qui sont passés ici à l'école ont une histoire à raconter où ils ont eu le sentiment de se mettre en déséquilibre, de sortir de leur zone de confort. Et ça, c'est assez naturel. Et souvent, de manière non préméditée, parce que souvent ça arrive quand on ne s'y attend pas. Et je pense que ça, au-delà de former nos gens, ça les forge. Et on a un vrai engagement de cette formation en montagne. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous sommes de retour dans les Alpes, à Chamonix plus précisément, pour un entretien avec le chef de corps de l'EMHM, l'école militaire de haute montagne. Cette maison mère des troupes de montagne est une institution réputée dans le monde entier et également un véritable laboratoire pour les armées françaises, notamment en matière de combat en altitude et par grand froid. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée afin de ne pas rater les prochains épisodes et pour écouter les précédents entretiens. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à Chamonix, à l'EMHM, l'école militaire de haute montagne, avec son chef, son directeur. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr. Bonjour, bienvenue à Chamonix. Heureux de vous recevoir. Donc, je suis le lieutenant-colonel Renaud Courbion. Je suis le chef de corps de l'école militaire de haute montagne à Chamonix. Vous êtes issu de la brigade de montagne, vous à titre personnel. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre parcours ? Je dirais l'essentiel pour l'école, c'est pas de parler de son chef. Néanmoins, si vous le demandez, je vais bien répondre à votre question en m'inscrivant exactement dans ce que vous dites. C'est-à-dire que oui, je suis issu des troupes de montagne. Dire après avoir intégré l'école spéciale militaire de Saint-Cyr il y a maintenant 25 ans, j'ai choisi l'infanterie, puis les troupes de montagne, où je sers maintenant depuis 21 ans. J'ai exercé diverses fonctions. Chef de section, commandant d'unité et chef de bureau opération instruction au sein du 27e bataillon de chasseurs alpins à Annecy. J'ai servi aussi comme instructeur montagne au Centre national de guérissement en montagne qui était à Briançon. Et puis le dernier poste que j'ai tenu dans les troupes de montagne était juste avant de rejoindre ce poste ici, le chef du bureau emploi, c'est-à-dire le bureau des opérations à l'état-major de la 27e brigade d'infanterie de montagne. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est l'école, quelles sont ses missions aujourd'hui au sein de l'armée de terre et au sein de l'armée française ? Alors l'école, c'est l'école militaire de haute montagne. Elle a presque 90 ans d'existence. Nous fêterons l'an prochain, en 2022, c'est 90 ans exactement. Cette école, la première chose, c'est la maison mère des troupes de montagne, dans le sens où elle a une mission de formation. Et cette formation, elle se dirige plus particulièrement sur la formation de l'ensemble des cadres servant dans les troupes de montagne et plus généralement dans ce qu'on appelle le domaine et l'interdomaine montagne, qui sont formés au sein de l'école pour acquérir des compétences d'autonomie dans un détachement, à travers ce qu'on appelle, nous, une trame de compétences, c'est-à-dire le fait qu'on fasse des déplacements en collectif et avec, à l'intérieur de ce déplacement, un certain nombre de gens qualifiés qui nous permettent de nous déplacer, de vivre pour combattre en montagne. Ça, c'est vraiment le cœur, le fondement, je dirais, de l'école, former en autonomie l'encadrement, donc officiers, sous-officiers, des troupes de montagne et même plus large quand on élargit à ce qu'on appelle l'interdomaine montagne, c'est-à-dire des régiments qui sont assimilés aux troupes de montagne mais qui n'appartiennent pas à la 27e BIM et qui sont répertoriés dans l'armée de terre. J'ai vu par exemple que vous formiez une partie des forces spéciales sur certains de vos cursus. Alors, on ne forme pas une partie des forces spéciales qui sont rattachées à l'interdomaine montagne et donc qui ont accès à son formation peuvent venir. Après, je ne m'étendrai pas plus sur le sujet. Mais effectivement, nous formons des gens ou des gens de la 27e BIM, plus tard peuvent rejoindre les forces spéciales avec ces qualifications. Mais pour revenir plus généralement sur les missions de l'école, pour les faire quand même de manière simple, il y a cette notion de formation, et on forme d'une manière technique et tactique aussi, par des stages dédiés au combat montagne. Derrière, on a une mission de centre expert,
on est l'expertise dans le domaine de la montagne et dans cette pratique de la montagne de l'armée de terre et même des armées. On est aussi un pôle de rayonnement avec l'ensemble des acteurs, et en particulier on a le groupe militaire de haute montagne que je sais que vous allez rencontrer, qui œuvre dans ce sens. Et puis on a aussi rattaché, on va dire colocalisé, mais qui n'appartenait plus à l'école, les équipes de France militaire de ski. Et puis au-delà de ce rayonnement, on a signé une mission d'innovation qui est assez récente, qui nous permet de coordonner. On sert de hub, je dirais, pour toutes les actions d'innovation qui concernent le domaine montagne. D'accord. Le combat en montagne, c'est loin d'être une innovation, parce que historiquement, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, enfin pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des combats en montagne, en altitude. Aujourd'hui, il y en a encore dans certaines parties du monde, en Inde par exemple, au Pakistan. Quelle vision vous avez de ça, vous, du combat en montagne, aujourd'hui au XXIe siècle? Alors le combat en montagne, il y a d'abord, je dirais, comme pour toute analyse de combat, il faut regarder quel est l'ennemi, ce à quoi on va être confronté. Donc le combat en montagne, pour moi, c'est un combat sur les flancs, sur les marches du combat majeur. Et là, je m'inscris dans la vision de l'armée de terre aujourd'hui, qui est vers une capacité au retour de la guerre haute intensité en 2030. Donc le combat en montagne, il se situera bien à ce niveau-là, soit des zones refuges, soit des zones à bloquer, à circonscrire. On est bien avec un ennemi qui lui-même s'appuiera sur cet environnement. Ou bien ça sera une zone de contournement, c'est-à-dire de franchir là où les autres ne sont pas capables de passer et de créer un effet de surprise derrière. Donc la question, c'est quel est l'ennemi derrière? Soit on a un ennemi qu'on va surprendre avec une force plutôt mobile et légère, en ayant contourné par une zone dite infranchissable. Et là, ça sera un ennemi plutôt dur, mais qu'on prendra sur ses points de fragilité. Ou le combat en montagne en tant que tel, ça sera face à des ennemis qui connaissent leur terrain, qui maîtrisent leur terrain, ce qu'on a pu rencontrer en Afghanistan, ce qu'on peut rencontrer dans des terrains, ce qui peut se rencontrer par exemple au Yémen actuellement, pour parler des choses qui ont lieu actuelles. Cet ennemi a une très grande maîtrise du terrain, une très grande maîtrise des éléments qui sont à sa disposition, très grande maîtrise je dirais très grande résilience, force humaine, pas obligatoirement des armées très technologiques ou des opposants très technologiques, mais des gens qui font déloger et qu'il faut neutraliser s'ils s'opposent à notre volonté, et pour lesquels on doit être prêt donc à être capable de combattre en montagne. Voilà. Donc j'étends ce domaine de montagne à ce que sont les opérations montagne et grand froid, au domaine grand froid aussi, parce que assez naturellement, on peut, les troupes de montagne, en tout cas nous, ceux qu'on forme ici, ont une connaissance du grand froid qui leur permet d'évoluer dans ce milieu. Donc la première chose, donc, je vous disais, c'est connaître cet ennemi, le pourquoi faire, je l'ai un peu abordé. Et puis derrière, c'est pourquoi on parle quelle est la différence entre la plaine et la montagne, ou le bord de mer, la montagne, enfin l'environnement, la prise en compte de l'environnement. Cet environnement est très exigeant parce qu'il joue sur toutes les composantes, je dirais, techniques, les composantes, les savoir-faire humains, les qualités humaines, et puis ça agit donc assez naturellement sur la tactique et le choix de la tactique. Ensuite, je dirais, par rapport à une des valeurs qui est les plus importantes dans le combat aujourd'hui, et puis même dans le monde, c'est la valeur temps, en fait, qui est souvent démultipliée en montagne, parce que quand on s'engage, quand on fait un choix, il est difficile de réarticuler très rapidement. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un milieu exigeant qui demande un entraînement et d'abord une formation spécifique. Vous parlez de la vision de l'armée de terre et je pense à travers ça la vision du CEMAT dernièrement qui a expliqué justement ce retour à l'affrontement plus conventionnel et moins asymétrique. Il a aussi parlé de rusticité, du fait que les entraînements devaient être plus durs.
Là, je pense que vous êtes servi, non, dans la vallée de Chamonix pour les entraînements quand vous partez en montagne sur des voies ou dans des conditions de grand froid. Alors oui, Chamonix, c'est une chance, c'était une approche visionnaire qu'a eu le général Doss quand il a formé l'école, qu'il a constitué l'école en 1932. On est dans la capitale mondiale de l'alpinisme et du ski. Alors c'est pas le seul lieu où on peut s'entraîner, mais effectivement, c'est un milieu qui est abrasif. Bon, maintenant Chamonix, c'est une petite ville. Les contreforts effectivement qui nous dominent sont assez impressionnants, hein, avec ces 3800 mètres de dénivelé que nous impose le Mont Blanc. Mais c'est pas tant de savoir si on va aller dans la montagne à Chamonix ou juste autour, c'est dans la pratique de la montagne, parce que dans nos formations on est très mobile, on fait preuve d'une grande agilité, je dirais, pour optimiser les périodes données au stage de formation, gérer le beau temps quand on doit en avoir, je dirais même le mauvais quand on doit en avoir, quand on en recherche. Oui, effectivement, naturellement, la montagne est un milieu suffisamment abrasif, merveilleux aussi, attirant, qui permet à nos soldats de s'éprouver. Tous les gens qui sont passés ici à l'école ont une histoire à raconter, où ils ont eu le sentiment de se mettre en déséquilibre, de sortir de leur zone de confort. Et ça, c'est assez naturel. Et souvent, de manière non préméditée, parce que souvent ça arrive quand on ne s'y attend pas. Et je pense que ça, au-delà de former nos gens, ça les forge. Et on a un vrai engagement de cette formation en montagne. En parlant de formation, vous avez une particularité en plus ici, dans toutes les institutions de l'armée de terre, c'est que vous avez une formation de sous-officier qui est assez particulière avec la SEM. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Alors tout à fait, dans les missions de formation, on en a déjà parlé. Donc je forme sur 2 points. Donc je vous dis maison mère des troupes de montagne où tout le monde va passer, tout l'encadrement pour acquérir cette autonomie en montagne. Et puis derrière, on a une petite pépite qui est la formation de sous-officier à la section d'éclaireurs de montagne. Donc 60 jeunes, 30, je fais une moyenne, 30 issus de la vie civile, donc qui ont postulé pour entrer en première école à l'école militaire de haute montagne pour une formation de 11 mois. Et puis, dans une méthode plus courte, sur 8 mois, on a 30 aussi militaires du rang des corps qui rejoignent en formation semi-directe l'école pour être formés. Ils formeront la promo. On est actuellement à la SEM 83. Les promos ont 60 ans. Donc vous voyez, on a créé plus qu'une par année en fonction des besoins en formation. C'est une chance que nous laisse l'armée de terre de pouvoir former nos gens au profit des troupes de montagne et de l'interdomaine montagne. Je ne reviendrai pas trop dessus, mais vous l'avez bien compris. Et ici, on leur fait une formation, je dirais, dans un esprit très familial et qui est extrêmement apprécié et qui nous permettent d'irriguer l'ensemble des corps de la montagne, des troupes de montagne, par des gens qui sont déjà, en arrivant dans leur corps de troupes, formés sur le premier tronçon de montagne, qu'on appelle le brevet de qualification des troupes de montagne, donc qui ont un véritable ciment, voilà, une véritable base pour pouvoir très vite acquérir les notions d'autonomie pour conduire un détachement en montagne, ce qui est le niveau voulu. Voilà, donc c'est des jeunes avec des moyennes d'âge très variables. Aujourd'hui, dans la promotion, les plus jeunes ont 18 ans, les plus anciens ont 25 ans, et qui ont fait le choix de s'engager pour leur pays dans une expérience qui dure et réellement avec une passion du service du pays, du métier des armes et de la montagne. C'est quoi les qualités ou les compétences qu'il faut avoir pour devenir chasseur alpin et pour passer par cette maison mère? Alors c'est pas que chasseur alpin, parce que là c'est la partie d'infanterie, je dirais. On n'oublie pas qu'il y a des artilleurs, qu'il y a des cavaliers des cimes, et puis qu'on a aussi nos légionnaires qui sont dans le domaine. Et puis je parlais de l'interdomaine, on a des gens aussi du matériel, du 7e régiment du matériel, et puis du train qui sont rattachés à l'interdomaine
et qui peuvent être amenés à être qualifiés en tant que troupes de montagne. Néanmoins, pour ce qui concerne notre école de sous-officiers, on fournit donc principalement, je vous ai dit, pour la brigade directement d'infanterie de montagne, donc avec ses métiers de fantassin, chasseur alpin, artilleur, cavalier. Je rajoute aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, les transmetteurs de montagne qui ont un métier bien particulier, en particulier dans ce qui concerne la mise en place de points hauts. Petit point indispensable aujourd'hui à la manœuvre en montagne et qui demande un engagement et un isolement pour pouvoir assurer la liaison entre les différents détachements engagés. Donc, quelles sont les qualités? Moi, c'est les qualités de tout soldat qui s'engage qui choisit de s'engager. Bon, il faut avoir moi, je pense, de la volonté d'abord, une grande humilité, parce que quand on aborde la montagne, c'est toujours un milieu qui vous dominera, sur lequel il faut savoir s'adapter. Ensuite, c'est l'envie de servir, l'enthousiasme de son âge, parce qu'on recrute des jeunes, c'est naturel. Donc, l'envie, le goût de l'effort, l'envie de s'engager. Je crois qu'un des mots les plus forts ici, c'est l'engagement, parce que on le retrouve dans le combat, bien sûr, avec ce que peut aller le combat aujourd'hui, c'est-à-dire le sacrifice de soi-même pour son pays. Mais très naturellement, quand on s'engage en plus dans ce métier de montagne, dans cette pratique de la montagne, on a toujours un sens de l'engagement. Je vous le disais, ces histoires, chacun a une histoire où il s'est trouvé hors de ses zones de confort à raconter, mais c'est vraiment un sens de l'engagement. Je passe pas, et puis savoir renoncer aussi, pour mieux contourner, je dirais. C'est pas des têtes brûlées qu'on veut avoir ici. Donc, et puis je crois aussi une chose derrière, c'est un métier de passionné, parce que je pense que pour s'engager dans les montagnes, faire ses 1000 mètres, 2000 mètres de dénivelé s'il faut, avec un sac lourd, avec un armement, c'est pas vraiment le plaisir du freerider, mais quand on a cette petite pépite du freerider au fond de soi-même, c'est ce qui nous permet parfois non pas de soulever les montagnes, mais au moins de les franchir, et il nous permet d'avancer, y compris quand tout semble extrêmement difficile, compliqué, que la météo n'est pas là, qu'il faut continuer. Et c'est comme ça que ça se déroule. Après, on retrouve les qualités naturelles, on va retrouver l'esprit de groupe, mais ça peut se former et se forger au fur et à mesure. Mais c'est essentiel pour les gens qu'on forme ici, bien sûr. La montagne est un peu une école en soi, le simple fait de la pratiquer. Oui, bien sûr, c'est une école en soi, c'est ce qui est passionnant et fascinant par ce milieu, qui vous apporte tellement de merveilles et puis en même temps qui vous fait croiser la mort. Hein, j'aime bien le dire, dans MHM, il y a 2 fois la lettre M, militaire, montagne, mais il y a un point de convergence souvent qui est celle de la mort, avec, à défaut de la donner, parce qu'en montagne pure, on ne la donne pas, c'est dans le métier du combattant, mais on peut la recevoir et puis on vit autour, on vit avec. Tous ces jeunes qui rentreront en promo, statistiquement, à un moment, il y aura un de leurs camarades qui disparaîtra, et parfois ça peut être en montagne. Oui, c'est un milieu d'engagement, on doit prendre sur soi, on doit raisonner, je vous dis, avec sagesse, c'est peut-être aller un peu loin, mais avec prudence, intelligence, tempérance, je dirais, et puis toujours une grande humilité. Est-ce que vous avez des retours? Je suppose que oui, mais quel retour vous avez des gens qui partent en opération, qui sont partis, qui ont été déployés en Afghanistan, au Mali ou ailleurs, et sur ce qu'ils ont appris ici, sur leurs enseignements et sur la montagne, par exemple? Alors, comme je vous l'ai dit, je pense que la formation en montagne, au-delà même de l'aspect technique, elle forge les hommes. C'est-à-dire, elle décuple ces notions de goût de l'effort, de résistance, la notion du collectif, hein, mettre ce qu'on appelle nous des équipements de passage, ce sur quoi on forme, c'est-à-dire franchir un endroit qui paraît non pas infranchissable, mais difficilement franchissable, on va dire, soit parce que le terrain est fortement délité, les pentes sont engagées, qu'on va devoir purger, là où des civils, ou si je fais ça pour mon loisir, je ne passerai pas obligatoirement. Voilà, mais ma mission me l'impose, me fera gagner du terrain, me permettra d'aller sur le bon observatoire. Je vous parlais de points hauts aussi, pour des relais radio. Donc tout ça, l'école de la montagne forge. Donc obligatoirement, c'est pousser un peu au
au fond de soi-même, se connaître, connaître les autres. On ne ment pas sur la cordée. On ne se ment pas. On se connaît et chacun peut connaître des moments de force, de domination et puis de faiblesse aussi, de frayeur. Ce qui fait qu'on permet d'avoir des gains là-dessus. Voilà, je dirais que ça forme un peu la montagne, ce qu'elle apporte par rapport à votre question d'opérationnel derrière. Elle apporte une plus grande autonomie, quels que soient les niveaux, et d'appréhender un peu les responsabilités de l'échelon supérieur. Et ça donne une grande force, je dirais, aux troupes de montagne, qui fait qu'obligatoirement, tout n'a pas besoin d'être dit avec la même rigueur formelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire preuve d'une grande rigueur, mais dans la forme, cela peut changer, et cela module, je pense, l'esprit des troupes de montagne, parfois. Pour terminer cet échange, c'est bien d'élargir un petit peu, et j'ai cru comprendre que l'école militaire de haute montagne est une entité assez internationalisée, puisque vous accueillez des élèves d'autres pays, vous faites des échanges. Il y a aussi, je crois, un événement qui se passe, je ne sais plus, une fois par an, ou je ne sais plus quelle périodicité, pour réunir les autres acteurs de la montagne dans les armées étrangères. Est-ce que vous pouvez en parler ? Oui, alors, ce qui est intéressant avec nos 90 ans d'histoire à venir, c'est qu'on est la plus vieille école de montagne institutionnelle au niveau mondial. C'est-à-dire que ce soit un acteur militaire ou institutionnel. Alors, c'est plus, je dirais, il faut l'aborder, là encore, on retrouve cette notion d'humilité, il faut le regarder, voilà, on porte sur nos épaules le choix de nos pères, de nos anciens. On est bien à Chamonix, dans un lieu quand même qui est, je vous le disais, capitale mondiale du ski et de l'alpinisme. Donc on a un lieu symbolique, on a une ancienneté qui fait qu'on est un acteur reconnu. Et en plus, comme il y en a une armée d'emploi, et que nous on forme des gens qui sont dans l'emploi, qui vont pour l'emploi et pour le combat derrière, je vous ai bien dit pour combattre, eh bien on est très bien reconnu. Alors d'abord, je dirais d'un point de vue, en regardant dans l'arc alpin, avec ces frontières qui nous ont opposés, mais aujourd'hui qui nous rassemblent finalement, les pays de l'arc alpin. On a des rapports très intimes avec nos homologues italiens, avec des échanges parfois d'instructeurs, avec nos homologues suisses, de la même manière. On a effectivement ce qu'on appelle le YAMS, c'est-à-dire l'Association internationale des écoles militaires de montagne, qui regroupe de mémoire une douzaine d'écoles, et pour lequel le prochain séminaire devrait se tenir en 2022 à l'EMHM, justement. Les sujets restent encore à définir, mais ça permet de regrouper de manière assez symbolique la dynamique des écoles de militaires de montagne. L'école est très reconnue de ce côté-là, elle est très recherchée par de nombreux, je dirais, acteurs autres qui peuvent être européens ou non européens. Nous, après, on a des intérêts à travailler avec des partenaires plus des pays nordiques, bien sûr, pour développer nos savoir-faire, en particulier dans le domaine grand froid, ou le domaine grand froid, un domaine où il y a des convergences quand on est avec la haute altitude. Donc effectivement, à Chamonix, on est bien placé. Si aujourd'hui on est au sommet du Mont Blanc du Tacul, il y fera certainement des conditions de grand froid. Mais sur lesquels on a besoin d'espace de manœuvre aussi pour s'entraîner et former nos personnels. Et ce qu'on fait en particulier sur notre filière expert, où on développe vraiment un module grand froid pour gagner en maturité et en pratique dans ce domaine. Aujourd'hui, les conflits ne sont pas trop sur la partie grand froid, plutôt grand chaud, mais demain, c'est les conflits de demain. Quelle vision vous avez de ça, vous, sur les... On parle d'un ennemi conventionnel, on parle de grand froid, on imagine assez facilement le pays qui est un peu visé qui est pensé par le CEMA, le CEMAT quand il en parle. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça, des conflits de demain ? Les conflits de demain, je ferai deux remarques. D'abord, souvent, on reproche aux militaires de se préparer pour le conflit d'avant en vue du conflit d'après. Donc tant mieux si aujourd'hui on ne parle pas de Grand Nord, c'est peut-être qu'on a un temps d'avance sur les affaires. Après, je pense que dans notre métier, ce qu'on doit être, c'est être prêt, dans tous les cas.
C'est le sens de l'échelon national d'urgence, c'est le sens d'une armée d'engagés, à mon sens, être prêt à répondre à la menace d'où qu'elle vienne. Et l'équation n'est pas simple du tout. Donc moi ici, ce qu'on fait ici, je pense, c'est qu'en forgeant les hommes, en ayant avec une certaine ouverture sur d'où pourraient venir les menaces, en les forgeant dans un milieu qui parle. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais, tout le monde arrive dans une zone de déséquilibre à un moment, dans ses formations, que ce soit les formations techniques, mais aussi les formations tactiques, parce qu'il y a des moments, rejoindre dans les délais le point fixé, mais c'est un vrai challenge. Et c'est pas une course de ski alpinisme, c'est un vrai challenge, c'est la montagne militaire, avec y arriver avec tout ce qu'il faut pour tenir le point, faire des choix, etc. Donc ma vision derrière, nous d'abord, je remplis la mission qui m'est donnée, hein, c'est de former les gens, et par rapport à ce combat montagne grand froid, on l'ouvre, on essaye de voir aussi large que possible, de rechercher les partenaires qui correspondent à ce spectre très large qui correspond aux montagnes chaudes, les montagnes, je dirais, à géométrie variable selon la saison, hein, qu'on soit en été ou en hiver, et puis être prêt à aller dans le grand froid avec là aussi une géométrie variable, parce que le monde change, des espaces s'ouvrent avec la fonte des glaces, etc. Et je pense que les stratégies, elles évoluent, ou les ambitions politiques de chacun évoluent, et les tactiques devront s'adapter aussi aux terrains qui s'ouvriront par la fonte des glaces ou qui pourront se découvrir. Voilà. Et là, il y a une vraie vision interarmée dans laquelle on cherche naturellement à s'insérer. Là, je parle de manière générale, les troupes de montagne et l'interdomaine qui suit. Oui, vous parlez de cette fonte des glaces. On pense par exemple au passage du Nord-Ouest qui va être un gros casse-tête géopolitique dans les prochaines années. Et ça arrive très vite. Le fait, par exemple, d'envoyer des commandos s'entraîner, des GCM, on en a parlé dans l'entretien avec le chef du GMHM, ça fait partie des missions principales du GMHM, de former des commandos montagne. C'est en lien direct avec ce que vous faites ici, parce qu'après ça ruisselle forcément, et puis c'est des synergies qui sont différentes, mais quand même communes. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de ça ? Alors le groupe, je pense, est rentré plus dans le détail de sa mission propre, mais c'est partie des missions de l'école au global, hein, le groupe étant bien un des 3 piliers de l'école. Oui, on a un vrai domaine de transmission, comme on le fait à échelle plus réduite, parce que le groupe est une petite entité, voilà, il se concentre sur les commandos montagne, qui sont les plus sélectionnés, où on a un recrutement le plus exigeant dans les bataillons et les unités de la 27e BIM, là pour l'instant on est bien là-dessus, et on a une transmission des savoirs pour une mise en autonomie, loin de tout, où effectivement affronter le milieu est le premier choc auquel on doit faire face. Voilà. Mais ce rufilement va plus loin parce que tout ce qui en est déduit fait que la France s'affiche très bien dans les grands exercices qu'elle mène, en particulier avec l'OTAN. Je pense à l'exercice Call Response, où en 2020, c'est un détachement de 400 militaires, un peu plus, je crois, de la brigade qui sont partis. Donc le corps leader était le 27e bataillon chasseur alpin. Mais là, typiquement, on voit les savoir-faire français. Là, on est capable de se lancer plutôt dans un combat très mobile, dans des durées de temps limitées, comme partout, mais c'est connaître ce métier, savoir les durées de temps dans lesquelles on peut jouer. Là où il ne faut pas jouer, on engage la vie des personnels, mais au-delà de la vie des personnels, la manœuvre globale, parce que c'est ça dont on parle, et comment surprendre l'ennemi dans ces milieux-là. Donc on a vraiment un ruissellement, on a une volonté forte depuis 2012, avec ces expéditions UPIC, de transmettre le savoir. Et aujourd'hui, toutes les formations de manœuvre avec Poulka, en particulier, de déplacements donc beaucoup plus lourds, mais pour des autonomies plus grandes, sont développées dans l'ensemble des unités de la brigade de montagne, en tout cas. Et nous, dans la formation, on a des petits modules qui s'adaptent là-dessus. On a fait surtout un gros effort chez nos experts qui sont capables ensuite de transmettre le savoir. Pour terminer, s'il devait y en avoir un, quel serait le conseil que vous donneriez à un jeune militaire ou futur militaire qui aimerait rejoindre les troupes de montagne et passer par ici? Alors moi, je tiens 3 devises.
Au-delà de, je pourrais vous répondre Todd Dre, allez, vas-y, fonce et en avant. Mais je vous dis, on n'est pas des têtes brûlées. Moi, je fonctionne avec 3 devises et je pense qui peuvent aider un jeune à se décider. La première, c'est toujours l'affût, parce que j'ai été baigné là-dedans depuis tout petit, et c'est ce qui permet de visualiser, d'avoir une vision large et de se tenir prêt à saisir une opportunité. Je pense, si la porte s'ouvre de l'EMHM, il faut sauter dessus. La deuxième, c'est qui ose gagne. Bon, vous connaissez bien le régiment qui porte ça, mais il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Il faut le savoir avec une certaine, ce que je vous dis, avoir un spectre large, mais rentrer dedans. Et la dernière, elle est tirée plus de nos camarades de la colo, c'est croche-et-tiens. C'est en avant, rentre dedans, ça demande, ça exige des choses, ne pas démissionner, baisser les bras à la première difficulté, parce que quand on atteint le pied de la voie, eh bien c'est là que commence le match. Et parfois, le crux, le plus dur, c'est dans la dernière longueur. C'est pas obligatoirement là où on le pense. Donc je pense qu'avec ça donne un bon petit chemin, un bon sujet de réflexion pour un jeune qui voudrait s'engager. Voilà. Après, la valeur de fond, je pense que, comme toujours, je vous l'ai dit, je le redis, c'est l'humilité. Face à la montagne, il faut toujours rester très humble. Voilà. C'est pas l'humilité qui se transforme en humiliation, c'est l'humilité qui nous permet d'avancer, et d'avancer de manière raisonnée pour atteindre son objectif derrière. Merci beaucoup pour cet échange. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.